Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Dans un mois, c'est le premier tour de l'élection présidentielle et comme une impression que la campagne ne commence seulement maintenant. Enfin, ça c'est ce qu'on dit quand on ne connaît pas Libellisé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à vous intéresser au petit théâtre de la course à l'Élysée dont nous vous dévoilons les coulisses chaque semaine. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez participer en nous laissant messages et notes vocales sur libellisé@libération.fr. On nous réclame un épisode 6 ? Eh bien c'est parti. La guerre en Ukraine occupe toute notre attention. Difficile de parler du réchauffement climatique, des retraites ou du chômage quand une population tente de survivre sous les bombes, est obligée de se battre ou de fuir aux portes de l'Europe. En France, la solidarité et l'accueil des réfugiés s'organisent et les flèches politiques s'aiguisent. On l'a vu à l'extrême droite avec Éric Zemmour qui semble payer dans les sondages son admiration pour Vladimir Poutine et son manque d'humanité à l'égard des réfugiés ukrainiens. Mais ça tangue aussi à gauche. Anne Hidalgo et Yannick Jadot s'emparent de la cause ukrainienne pour critiquer Jean-Luc Mélenchon. Le leader insoumis se contorsionne dans tous les sens sur le sujet et même Raphaël Glucksmann en profite pour passer une tête mais sans donner de consigne de vote. Au final, Libellisé, épisode 6, pourquoi la guerre en Ukraine déchire la gauche. Alors on va en parler avec Charlotte Belaïch, bonjour. Bonjour. Alors une des deux journalistes qui suit les candidats de gauche à Libération, d'ailleurs on t'a déjà entendu dans un précédent épisode, notamment sur les Verts et Mélenchon. On imagine juste Charlotte, en ce moment il y a une bonne ambiance non à gauche, non ? Toujours aussi mauvaise, je dirais. C'est ce qu'on se disait au début du conflit. On voit qu'en fait ils perdent jamais une occasion de se diviser. Mais là en l'occurrence ça repose sur des vrais clivages. Alors c'est ce qu'on va voir justement dans ce podcast. Et Lilian Alemagna, salut. Salut. Alors toi tu es en charge du service politique et tu connais particulièrement bien le cas Mélenchon. On va commencer d'ailleurs avec toi. Alors on a vu Anne Hidalgo et Yannick Jadot embrasser la cause ukrainienne dès le début du conflit. Est-ce que d'après toi c'est un véritable engagement ou c'est une opportunité électorale ? C'est un véritable engagement. Ils ont toujours défendu le camp occidental face à la Russie, que ce soit au moment de la crise en Crimée en 2014, que ce soit au moment de l'aide russe avec la Syrie et le régime de Bachar al-Assad. Et en même temps, c'est un bon moyen dans la période de réexister et d'essayer d'affaiblir Jean-Luc Mélenchon et de le discréditer sur ce sujet-là. Oui. C'est vraiment Jean-Luc Mélenchon, la cible sur les critiques ukrainiennes ? Oui, parce que Fabien Roussel aurait pu l'être, qui a eu longtemps un positionnement assez proche de Mélenchon sur le sujet. Mais dès le début, il s'est plutôt rangé de l'autre côté, quoi. D'ailleurs, il parle même plus de sortie de l'OTAN. Il dit pas qu'il revient dessus, mais en tout cas, il dit que c'est plus le sujet. Ce qui montre bien qu'il veut arrondir les angles, quoi. Alors aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, tout de même, il condamne l'agression déclenchée par Poutine, mais il s'oppose à l'envoi d'armes envoyées aux Ukrainiens. Pourquoi il a ce positionnement, en fait, Mélenchon ? Il a une vraie tradition qu'on retrouve à gauche de pacifiste, Mélenchon. Il faut rappeler quand même, parce qu'il a une longue histoire, Jean-Luc Mélenchon, dans la gauche française, il se réclame de Jaurès. Jaurès, c'était le pacifiste avant la Première Guerre mondiale qui appelait à la paix en 1914. Et c'est son assassinat qui provoque l'entrée en guerre de la France avec le vote des crédits de guerre par la SFIO à l'époque, donc les socialistes. Donc comme il dit, il tisse ce fil, il tient ce fil de Jaurès. Quand on l'avait rencontré pour un précédent livre il y a plus de 10 ans, déjà il nous disait moi je fais Jaurès dans cette histoire politique. Donc le pacifisme fait partie de son ADN politique. Et il y a une deuxième chose chez Jean-Luc Mélenchon qui est importante à comprendre dans le contexte, c'est pas un pro-Poutine, ça n'a jamais été un pro-Poutine. Quand il est allé en Russie, il est allé voir l'opposant à Poutine qui était emprisonné d'ailleurs, du front de gauche russe. En revanche, c'est un anti-américain et sa vision anti-américaine le place vraiment contre l'Ukraine. Sa vision anti-américaine le place vraiment dans cette histoire-là où il est un peu ambigu sur le sujet depuis le début. Il y a une vraie différence avec 2014 et l'invasion de la Crimée.
où là, il tenait vraiment un discours très pro-russe, c'est-à-dire que la Crimée était russe, que Poutine avait le droit d'envahir et de prendre Sébastopol. Là, pas du tout. Il essaye de tenir un discours qui est difficilement entendable à gauche quand Poutine agresse un pays, et même en condamnant, quand il parle d'annexion de l'Ukraine par l'OTAN, c'est difficilement entendable. Oui, et au-delà de la livraison d'armes, il est plutôt contre les sanctions économiques aussi. Il veut les concentrer contre les oligarques, mais pas les élargir au-delà. C'est ça, oui. Il parle, lui, du peuple russe qui pourrait souffrir, en fait, plutôt que Poutine. Alors, par contre, dès le départ, on a vu donc Yannick Jadot, je le disais tout à l'heure, Yannick Jadot et Anne Hidalgo donc s'emparer de cette cause ukrainienne avec des mots particulièrement durs contre Jean-Luc Mélenchon. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a même dit que c'était un agent de Moscou, un agent de l'étranger. Yannick Jadot dit que c'est un complice de dictateur. Donc les mots sont vraiment très durs. Les mots sont durs, oui, exagérés. Ça repose sur un vrai désaccord de fond, mais qui est mis en scène avec un peu d'outrance. Là. Au moment où Mélenchon monte de plus en plus dans les sondages, commence à pouvoir entrevoir le second tour. Je trouve que c'est intéressant, les comparaisons que font les uns et les autres. Jadot, il compare ce qui se passe à la guerre d'Espagne ou à la résistance. Mélenchon, il parle de l'Irak ou de l'Afghanistan. C'est-à-dire, d'un côté, il y a vraiment un truc de résistance, de l'autre, il y a c'est plus l'idée d'une invasion, quoi. Est-ce que, tout de même aussi, on voit véritablement là la ligne de fracture entre les différentes formations de gauche. Depuis le début, on sait que par exemple Jadot et Mélenchon ne s'entendent pas au niveau de l'international. Jadot l'a souvent critiqué. Est-ce que là, la Russie véritablement matérialise, on va dire, cette ligne de fracture ? Oui, ça matérialise la ligne de fracture à la fois sur le plan international et la relation avec la Russie, un peu la réelle politique, et sur l'Europe. Les écologistes sont très européens, fédéralistes. Jadot le met en avant. Il explique que Macron n'aurait pas dû aller tout seul face à Poutine, mais avec Charles Michel, président du Conseil européen, et Olaf Scholz, le chancelier allemand, pour montrer une Europe unie. Et pour Mélenchon, il faut sortir de l'OTAN, il ne faut absolument pas avoir de défense européenne, parce que ça serait vu par les Russes comme une provocation. Donc il y a vraiment une vraie divergence là-dessus. Il y a aussi une vraie divergence maintenant sur le pragmatisme sur l'Ukraine. Ouais. Que faire donc on en a parlé, Jadot est pour l'envoi des armes. C'est un virage aussi dans l'histoire des écologistes français qu'on peut quand même faire remonter à la guerre au Kosovo, où les Grünen allemands étaient au pouvoir avec les sociodémocrates de Gerhard Schröder à l'époque, et pour la première fois ils ont accepté, alors qu'il y avait une énorme tradition pacifiste en Allemagne pour l'histoire que l'on sait, ils avaient accepté que l'Allemagne intervienne sous mandat de l'OTAN au Kosovo, et c'était une première. Donc là, Yannick Jadot poursuit cette réelle politique écologiste, donc c'est réalo comme on appelle en Allemagne. Il s'inscrit lui dans cette tradition-là, quand Jean-Luc Mélenchon, on en a parlé, est plutôt dans la tradition du pacifisme et du côté non aligné, comme il dit, de la France dans les relations internationales. Et ce qui d'ailleurs chez les écolos suscite quelques petites crispations. Ça reste minoritaire, ou en tout cas l'expression de ces crispations est minoritaire, mais certains, dont Sandrine Rousseau, qu'on a interrogé il y a 2 jours, disaient que c'est une position, la livraison d'armes, qui aurait dû être plus débattue en interne parce que ça correspond pas à leur tradition, et qu'elle, en l'occurrence, elle est contre. Donc sur un positionnement plus proche de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a fait un meeting pour la paix, c'était à Lyon. À ce propos, justement, Yannick Jadot a dit que Jean Jaurès, pour reprendre ce que tu disais, Lilian, doit se retourner dans sa tombe. C'était important pour Mélenchon aussi, pour être un peu plus clair sur son positionnement, parce que depuis le début, c'est vrai qu'on assiste tout de même à une sorte de retournement assez magistral de la part de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet tout de même. Oui, il avait besoin de montrer qu'il est dans le camp de la paix. Et notamment pour la gauche, parce que c'est important de plaider pour la paix et de se démarquer de l'étiquette pro-Poutine qu'on essaie de lui coller depuis plusieurs semaines. Il faut rappeler aussi que Jean-Luc Mélenchon était l'un des seuls socialistes en 1991, il était sénateur de l'Essonne à l'époque, à voter contre
la guerre en Irak, alors que le président de la République à l'époque était François Mitterrand, qu'il était un inconditionnel du président Mitterrand, et il a fait ce geste avec 2-3 autres camarades, notamment Julien Drey et Marie-Noëlle Lienemann, en votant clairement contre la participation française à la première guerre en Irak contre Saddam Hussein. Donc ça vient aussi de loin. Donc il y a besoin de montrer qu'il est pour la paix. Maintenant, il y a une question pratique. On fait quoi là pour la paix ? Oui, on discute avec Poutine, d'accord. Poutine veut continuer à faire la guerre. Donc il y a une espèce aussi d'impuissance, et c'est ce que pointent Anne Hidalgo et Yannick Jadot sur ce côté pragmatique, d'accord. Eux aussi sont pour la paix, mais maintenant on est pour la paix contre quelqu'un qui veut faire la guerre. Donc il faut aider un peuple qui est en train de se faire massacrer par le grand voisin russe. Il y a des manifestations, notamment le samedi. La semaine dernière, il y a eu une grande manifestation à Paris, à l'appel de toutes les formations politiques. Alors, il y avait les Insoumis dedans, mais il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas présent. Est-ce que la délégation a été bien accueillie ? Elle n'était pas du tout visible. On a vu Christiane Taubira, on a vu Yannick Jadot, on a vu Raphaël Glucksmann, on a vu le camp des Européens, on va dire, qui était présent place de la République là-dessus, parce qu'ils ont une opportunité politique de se faire voir dans une campagne où justement on a beaucoup vu l'extrême droite, on est en train de voir Macron. Puis Yannick Jadot retrouve des accents de la campagne de 2017. À l'époque, il n'était pas candidat, il s'était retiré au profit de Benoît Hamon, mais dans la dernière ligne droite, il y avait eu un meeting place de la République aussi pour Benoît Hamon. Les choses étaient jouées, mais Yannick Jadot avait pris la parole et toute son intervention était dirigée contre Jean-Luc Mélenchon, sur le Venezuela, sur son appui à Poutine au moment de la Crimée. Donc oui, ils ont une opportunité pour essayer de récupérer quelques points. Et la critique qui est faite côté Mélenchon, c'est pourquoi essayer de récupérer des points chez nous et d'affaiblir la gauche quand il y a la possibilité, on le voit dans les sondages, que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. Et Anne Hidalgo, elle joue quelle carte dans cette histoire ? À peu près ce qu'on décrivait sur Jadot tout à l'heure, pro-ukrainienne, pro-européenne. C'est moins audible que Jadot, je trouve, en ce moment, parce qu'elle est plus vraiment audible. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous, de façon différente, espèrent que la guerre, qui en même temps paralyse la campagne, finira par devenir un vrai grand moment de politique. Finalement, il y en a beaucoup qui disent que depuis le début, on était dans des débats un peu nauséabonds sur l'identité menés par l'extrême droite, et que finalement, ça permet de parler aujourd'hui de souveraineté, de parler d'énergie, d'alimentation. Des choses concrètes, essentielles, et de relations à l'Europe. Et là, on en parle beaucoup. On va continuer à en parler cette semaine avec un sommet européen à Versailles organisé par Emmanuel Macron sur la question de l'énergie, sur la question de la défense, défense européenne, pas défense européenne, sortie de l'OTAN, pas sortie de l'OTAN. Voilà, c'est des choses plus essentielles et fondamentales que un pseudo-complotisme sur le grand remplacement. Alors on va écouter une personne qui nous a adressé son message, comme vous pouvez le faire sur libellisé@libération.fr. C'est Juliane, elle habite Paris, vous allez l'entendre, elle pose une question assez concrète. Bonjour, je m'appelle Juliane, j'aurais aimé poser une question à propos de Jean-Luc Mélenchon. J'aurais aimé savoir pourquoi, après tout ce qu'il a dit sur la Russie et sur son soutien à Vladimir Poutine notamment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il ne baisse pas dans les sondages ? Merci. Alors en effet, c'est assez étonnant parce qu'on a vu Éric Zemmour, premier soutien de Vladimir Poutine, qui baisse dans les sondages. Marine Le Pen n'en pâtit pas trop, mais tout de même ce n'est pas trop ça. Et alors par contre, Jean-Luc Mélenchon, on en parle depuis tout à l'heure, plutôt pro-russe, pas véritablement pro-Poutine, lui ne semble pas du tout souffrir de son ancien positionnement. Il ne semble pas, pour l'instant. On va voir sur le plus long terme ce que ça donne. Maintenant, c'est vrai, certains sondages, il perd 1 ou 2 points, d'autres, il se maintient, et quelques-uns, il reprend aussi des points à ses adversaires. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il passe un message de paix. Et je pense que les gens l'entendent, ce message de paix. Enfin, il en souffre moins, y compris parce que son socle est solide. On l'a vu en 2012, il avait plutôt un socle entre 12 et 15%, il finit
à 11 parce qu'il est victime du vote utile en faveur de François Hollande à l'époque. En 2017, c'est lui qui profite du vote utile parce qu'il est le mieux placé à gauche. Donc ce socle de 15, il récupère 4 points au camp socialiste et c'est Benoît Hamon qui baisse. Donc ce socle de 15%, il existe et il est difficile à bouger vu l'état de la gauche et vu la faiblesse des autres candidats. Et d'ailleurs, à propos de vote utile, mercredi matin, François Hollande sur France Inter a déclaré que c'est très bien d'avoir un vote utile pour Mélenchon, autant faut-il un président utile. On voit qu'il y a toujours des vieilles rancœurs qui ne sont pas enterrées. Des vieilles rancœurs, mais c'est pas injuste quoi, comme reproche. C'est-à-dire que certes, c'est le seul qui aujourd'hui à gauche se rapproche du second tour, mais il perd à 33 face à Macron. C'est ce que disent aujourd'hui tous ses adversaires de gauche, mais pas seulement François Hollande. Donc c'est pour ça que je veux dire, c'est pas seulement les vieilles rancœurs, même les communistes que les insoumis pressent de venir les rejoindre en leur disant que leur voix s'ajoutant aux leurs leur permettrait vraiment d'être au second tour. Explique que l'enjeu c'est pas juste d'être au second tour, c'est aussi de gagner la présidentielle et que Mélenchon n'a aucune chance de la gagner. Le problème c'est que personne n'a de chance aujourd'hui si on s'en fie au sondage de gagner face à Macron, donc on fait plus campagne quoi. Une chose, alors on a vu le retour d'un homme aussi avec cette crise ukrainienne, c'est Raphaël Glucksmann en tant que député européen. Il parle très peu de politique nationale, mais est-ce qu'il peut jouer un rôle lui à l'avenir ? Il veut pas en jouer, en tout cas, il veut pas en jouer aujourd'hui. Il veut même pas dire pour qui il vote. Et il répond même plus au téléphone quand des journalistes l'appellent. Donc je peux pas vous dire. C'est assez étonnant comme positionnement parce qu'il a été quand même tête de liste du Parti Socialiste. Donc le Parti Socialiste lui a offert quand même une place de choix. Et aujourd'hui, ne pas dire pour qui il vote, c'est un peu hypocrite, je trouve. Aujourd'hui, quand on est responsable politique, notamment à gauche et dans l'état du pays et de la gauche, prendre position est important. Donc, en tout cas pour un responsable politique. Donc c'est assez étonnant. On se doute qu'il n'appellera pas à voter Jean-Luc Mélenchon et on se doute qu'il est en difficulté vu qu'il a été poussé par le PS pour avoir son mandat européen et qui pourrait être plus proche des positions de Yannick Jadot aujourd'hui. C'est difficile pour lui d'appeler à voter Yannick Jadot quand on a eu le soutien d'un parti qui a investi à Anne Hidalgo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un finalement qui ne veut que réagir aux crises internationales, qui ne s'intéresse pas finalement à ce qui peut se passer aussi au niveau national. C'est quelqu'un qui a son mandat de député européen. Oui, après je pense que beaucoup d'intellectuels ou d'élus issus de la société civile, qui sont pas en tout cas directement affiliés à des partis, ont assez peu envie de se mouiller pour cette présidentielle puisqu'il n'y a pas de perspective de victoire. Oui, ils misent tous sur l'après et donc ils attendent de voir comment le château de cartes va s'effondrer pour savoir comment le reconstruire. Alors justement, le reconstruire, quand on voit aujourd'hui l'état de la gauche et avec, on le disait au début de ce podcast, que bien la situation en Ukraine mettait en lumière aussi ces fractures qu'il peut y avoir dans les formations de gauche en France. Est-ce qu'elle peut s'entendre encore après la présidentielle ? Une fois que tout ça est terminé, une fois que les comptes sont réglés, c'est-à-dire qu'il y a le suffrage universel, c'est réglé, est-ce qu'elle peut s'entendre pour les législatives par exemple ? Pour les législatives, ça va être compliqué. Oui. Normalement, vu comment sont boutiquées les élections nationales en France, avec les présidentielles d'abord et les législatives ensuite, les présidentielles dictent ensuite les législatives. Donc c'est difficile d'avoir un logo commun des candidats communs aux législatives quand on a eu 4 candidats à la présidentielle. Donc non, c'est encore une occasion ratée pour la gauche, comme la précédente. Maintenant, il va falloir voir qui empoche la mise et comment on se comporte aussi au soir du premier tour. En 2017, si Jean-Luc Mélenchon, au moment où il fait 19%, avait appelé à l'union de la gauche derrière lui parce qu'il est à 19%, il aurait pu faire une union pour les législatives et reconstruire sur 5 ans. Il n'a pas fait ce choix-là. On verra au soir du premier tour, en fonction des rapports de force, comment chacun se comporte. Oui, parce qu'en l'état, là, pour l'instant, il désigne des référents par circo. Mais tout peut bouger encore au soir des premiers tours selon les accords qu'ils arrivent à passer. Ça semble compliqué, mais il y a encore un peu d'espoir. Au PS notamment, alors les écolos pour l'instant disent non, mais côté PS, côté PC, ils ferment pas tout à fait la porte. Côté insoumis non plus,
ça dépend avec qui, mais on peut encore espérer des accords circo par circo, au cas par cas, pas les 4 plus grandes forces politiques de gauche ensemble à chaque fois, mais dans certains endroits des accords PSE-LV, dans d'autres des accords PC-LFI, parce qu'ils savent qu'il y a aussi une menace de disparition. Est-ce que, une dernière chose, Lilian, est-ce que c'est finalement cette guerre en Ukraine aujourd'hui, elle va laisser des traces dans la gauche française, ou alors ça fait partie, c'est terrible à dire comme ça, mais des débats, des épiphénomènes d'une campagne et qu'après on n'en parle plus? Non, elle laisse des traces. Ça avait déjà laissé des traces en 2017. J'en parlais tout à l'heure, cette prise de parole de Yannick Jadot, dont Jean-Luc Mélenchon a mis du temps à digérer, à parler même à Jadot, ensuite dans les couloirs du Parlement européen à l'époque. Oui, ça laisse des traces parce que ça vise des positions, mais ça vise aussi des personnes. Et on parlait des positions caricaturales. Quand c'est pas caricatural et que c'est justifié, c'est du débat, les gens arrivent à l'accepter. Quand tout est caricaturé, les deux camps ont du mal à digérer de telles critiques. Oui. Bon, on se retrouve bientôt, Charlotte, pour un nouveau podcast sur l'Union de la gauche, le 50e, je pense, c'est ça en tout cas. Merci beaucoup, c'est la fin de ce 6e épisode de Libellisé. Merci Charlotte, merci Lilian. Alors avant de se quitter, message très important bien sûr. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict, et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Alors n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles au passage. On compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain.